Voici la vidéo qui va revenir sur le thème 1 de MC, exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne. Nous nous interrogerons au cours de cette séquence sur une question centrale qui sera la suivante: pourquoi s'engager dans la démocratie et pour la République? Dans une première partie, nous analyserons l'exercice de la citoyenneté, et là encore une question guidera notre réflexion qui est la suivante: pourquoi l'engagement est-il au cœur de la citoyenneté? Première partie de fait, cette introduction qui vise à percer l'utilité du vote et définir ce qu'est l'utilité du vote pour les citoyens. Rappelons quelques éléments qui sont figurés dans le tableau. Donc, le fait de voter, c'est partager la souveraineté politique de la nation française dans le cadre de notre démocratie, la nation étant un ensemble formé par le peuple, la démocratie étant le régime politique basé sur le pouvoir du peuple. Reste à définir justement qui vote, c'est bien la question. Peuvent voter actuellement et est considéré comme citoyen une personne n'ayant plus de 18 ans, ayant la nationalité française et n'étant pas privé de ses droits civiques. Pour qui peut-on voter? On vote pour avant tout des représentants, c'est-à-dire des gens qui font partie du peuple, mais qui vont exercer des fonctions électives, c'est-à-dire qui sont en capacité d'être élus, et qui, à partir de là, effectivement, exerceront des mandats locaux, dans le cadre des collectivités territoriales, mairies, conseils départementaux, conseils régionaux, des mandats nationaux, pour ce qui est des députés, des sénateurs, qui sont élus indirectement, le président de la République, voire des éléments internationaux, des mandats internationaux, comme dans le cadre de l'Union européenne, lorsqu'on est député européen. Comment peut-on voter? Il faut se rendre dans, il faut se rendre dans un lieu public, tel que la mairie ou une école, si on est justement, ou une salle communale, si on est justement dans une grande commune, et participer dans le cadre des modalités électorales sur lesquelles on reviendra par la suite. Depuis quand peut-on voter? Là encore, on reviendra sur le processus, mais globalement, en France, tous les gens de plus de 18 ans, tous les citoyens de plus de 18 ans peuvent voter, hommes ou femmes, depuis 1944. Pourquoi doit-on voter? Tout simplement pour définir l'avenir de la nation, puisque c'est l'objectif du vote, en démocratie, être en capacité de définir la manière dont la nation peut être gouvernée, en déterminant les élus ou en votant parfois directement pour une mesure, dans le cadre des référendums qui peuvent être proposés par le président. Nous allons passer à la première partie, être citoyen en France et dans l'UE. Quelles sont les modalités de l'exercice de la citoyenneté en France et dans l'UE? Ce sera la question qui va guider notre réflexion ici. Alors, on va passer directement justement à la partie synthétique, finalement, à la mise en commun, en rappelant les modalités de l'exercice de la citoyenneté en France et dans l'UE. Je vais ici rappeler les éléments que j'estime les plus importants et sur lesquels vous devrez centrer votre attention. Alors, première chose, être citoyen en France et dans l'UE. On va rappeler quelques modalités déjà pour être citoyen en France et dans l'UE. Le citoyen français dispose, parallèlement à la citoyenneté française, donc de la citoyenneté européenne, qui lui confère des droits sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Cependant, être citoyen en France dépend déjà de la nationalité française. Elle peut s'obtenir de différentes manières. Il faut savoir qu'on peut obtenir la nationalité française de naissance. C'est justement le cas des gens qui sont nés de parents français sur le sol français ou même à l'étranger. Il suffit pour cela d'avoir un seul parent français. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit du sang. On peut aussi être français par le droit du sol, c'est-à-dire être né de parents étrangers sur le sol français et, l'obtenir par la naissance, après y avoir résidé de façon continue, au moins pendant 5 années. De fait, on peut aussi justement obtenir cette citoyenneté par mariage ou justement par naturalisation, c'est-à-dire le fait de demander la nationalité française. C'est le cas actuellement de citoyens anglais résidant sur notre territoire et qui demandent, parce qu'ils habitent sur le sol français, et après le Brexit, ils demandent justement l'obtention de cette naturalisation et donc de la citoyenneté française. Cette citoyenneté confère des droits, sur lesquels on reviendra justement, des droits à la fois politiques, sociaux, et justement civile, et cette citoyenneté française est aussi justement, ou dispose de la citoyenneté
européenne, qui est une citoyenneté finalement par empilement, puisqu'elle s'ajoute à cette citoyenneté française. Elle offre le droit de libre circulation dans toute l'Union européenne. Elle permet aussi par ailleurs de voter aux élections municipales ou aux élections européennes de l'État où l'on serait étranger, où l'on serait amené à résider. Admettons que vous décidiez un jour de vous installer en Espagne, et bien en tant que citoyen français et citoyen européen de fait, vous pourrez très bien voter aux élections municipales et européennes de l'État où vous résidez. Deuxième point, le droit de vote, un droit et un devoir civique. Alors, ce droit de vote, justement, est un droit politique qui est détenu par les citoyens en fonction de leur nationalité française. Alors, c'est un droit, justement, qui peut s'exercer donc en fonction des élections qui sont proposées. Elles peuvent être des élections qui sont relatives au système parlementaire et à l'élection de représentants. Elles peuvent être aussi justement dans le cadre de référendums qui sont proposés directement par le président. C'est aussi un devoir civique en ce sens où justement la participation aux élections est une condition première de l'exercice de la démocratie et de l'existence de la démocratie. Si les citoyens ne vont pas voter, ils se privent alors de leur souveraineté et finalement privent la démocratie de son utilité. Donc il est nécessaire de voter, que ce soit blanc ou que ce soit pour un candidat, et globalement, effectivement, c'est une condition pour que, justement, le système politique puisse fonctionner sans qu'il se grippe et qu'il pose problème. Admettons aujourd'hui que des électeurs qui s'abstiendraient peuvent amener, et c'est le cas notamment, des partis à être plus importants ou avoir une représentation plus forte que ce à quoi ils pourraient prétendre si l'ensemble du corps électoral votait. Ensuite, on va passer à la question des modalités du vote. Alors, je vous rappelle que pour voter en France, il faut avoir 18 ans, ne pas être privé de ses droits civiques, et de fait, effectivement, il faut se rendre dans un lieu public, mairie, école ou salle communale, en fonction de la taille de la commune, comme j'ai pu l'expliquer, se munir de sa carte électorale ou d'une pièce d'identité, ou des deux, si on est dans une commune qui dépasse donc les 1000 habitants. On se rend justement dans cette salle communale où on prendra les différents bulletins de manière à garantir le secret de son vote, qui sera d'autant plus garanti que l'on va procéder et qu'on ira sélectionner ces bulletins dans l'isoloir, qu'on glissera dans une enveloppe. On ira ensuite déposer cette enveloppe après vérification de son identité dans l'urne, qui est encore une fois la garantie du secret de son vote, de manière à ce qu'on ne puisse pas compter les voix et savoir qui a voté quoi, avant de signer le registre électoral. Donc les votes sont liés justement aux différentes campagnes électorales qui ont lieu de manière régulière, en sachant effectivement qu'un président, le président et l'Assemblée nationale sont élus tous les 5 ans. Les députés sont élus, donc ce qui va déterminer les députés pour l'Assemblée nationale. Les sénateurs sont élus indirectement par de grands électeurs pour 9 ans, renouvelables par tiers. Les maires sont élus pour 6 ans. Les conseillers généraux et conseillers régionaux, donc conseillers départementaux et conseillers régionaux, eux aussi élus pour une période de 5 ans. Voilà pour ce qui est des modalités du... Les impôts en démocratie. La démocratie, justement, est conditionnée par le développement, justement, de ces différents droits. Et à cours du XXe siècle, se sont développés la question des droits sociaux, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens, notamment, de bénéficier de remboursement des soins médicaux pour générer davantage d'égalité entre les citoyens. Le droit à l'école, le droit scolaire, notamment, qui s'est développé à la fin du XIXe siècle et qui a été étendu au cours du XXe siècle, justement, jusqu'à 16 ans, notamment. Le droit aussi d'être défendu, puisque la défense est aussi un droit fondamental, et le droit à la sécurité est un droit fondamental. Donc de fait, pour le fonctionnement de la démocratie, et pour donc le fonctionnement de la République et de ses institutions, mais aussi pour le service des citoyens, les impôts permettent justement de faire fonctionner ces institutions. Ces impôts sont d'abord essentiellement des impôts sur le revenu, qui sont calculés en fonction du nombre de personnes dans la famille et du nombre, du revenu des individus qui la composent. Ils peuvent être aussi justement des impôts dits locaux, qui sont là calculés en fonction des revenus aussi par ailleurs, mais qui peuvent être aussi justement en liaison avec l'endroit où l'on habite. Il y a certaines zones qui ont moins de ressources que d'autres ou qui sont plus riches,
et qui justement, eh bien, comment dirais-je, sont parfois plus chers que d'autres. Il y a aussi des impôts dits indirects, comme la TVA par exemple, qui est un impôt justement qui est payé en fonction de chaque type de produit que l'on va acheter, qui prélève donc un pourcentage en faveur de l'État, pouvant aller jusqu'à quasiment 25%, un quart du prix notamment. Et donc ces impôts permettent globalement le fonctionnement de l'État et son bon fonctionnement. Pour terminer, l'émergence des mouvements politiques contre les partis politiques traditionnels. Alors on pourrait partir de cas très simples, qui sont l'émergence notamment de deux mouvements politiques, que sont donc En Marche d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron ayant réussi à remporter l'élection présidentielle de cette année, notamment de l'année précédente, 2017, et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ce sont deux mouvements politiques qui, si on les additionne au final, eh bien, représentent quasiment 46% de l'électorat français. Donc c'est un chiffre qui est assez considérable, et on peut voir au travers de cette émergence de mouvements politiques, eh bien, le déclin des partis politiques traditionnels. Eh bien, quelle est la distinction que l'on peut opérer entre les deux? D'abord, les partis politiques sont des partis qui sont liés justement au fait de vouloir faire parvenir des idées, justement, ou des groupements d'idées ou des pratiques politiques au pouvoir. L'idée, c'est que, justement, des militants fassent remonter des idées auprès des dirigeants qui eux-mêmes vont les mettre en valeur au sein d'un programme qui pourrait être, justement, le choix des électeurs lors des élections, que ce soit, comment dirais-je, à la présidentielle, ou les élections, justement, donc des députés ou des sénateurs, notamment. Ces partis sont aussi présents dans la vie locale, notamment au travers des mairies, des conseils départementaux ou des conseils régionaux. Donc l'idée, c'est que effectivement, c'est la base qui va déterminer le fonctionnement du parti, qui est certes dirigé par des dirigeants, mais qui vont réfléchir à des idées qui elles-mêmes vont être mises dans le jeu démocratique et qui vont être donc déterminées par les électeurs qui voteront ou pas pour ce programme et ce parti politique. Le mouvement politique est quelque chose de plus comment dirais-je, direct, puisque il y a des sympathisants et globalement uniquement un dirigeant qui est, on peut parler de charismatique, c'est-à-dire qu'il a un certain charisme et une certaine forme d'attraction pour les électeurs, et qui vont se décider en fonction de ses propos et de son image, de ses idées certes, mais c'est surtout la personne du candidat qui va être déterminante. Donc là, on peut considérer qu'il n'y a pas un lien pyramidal finalement entre, comment dirais-je, les dirigeants et leur base, mais un lien direct entre la base et le chef. Donc ces mouvements politiques sont aujourd'hui, finalement récoltent aujourd'hui le discrédit des partis politiques traditionnels qui, de gauche comme de droite, se sont succédés au pouvoir et n'ont apparemment pas satisfait les attentes des électeurs. Donc de fait, aujourd'hui, eh bien, le chef d'un de ces mouvements politiques est au pouvoir et essaie de transformer son mouvement politique En Marche en La République En Marche, qui serait un nouveau politique dans le jeu politique français. Un nouveau parti politique. B. Ensuite, vote ou abstention, le débat. La question qui va nous guider ici, c'est voter ou s'abstenir en démocratie, alternative démocratique ou faute politique. Si on reprend la mise en commun, eh bien, différents arguments ont été posés. D'abord, l'abstention en tant que faute pour la démocratie. L'abstention est un problème, on a pu le dire précédemment, qui, dans la mesure où il provoque la panne finalement de la démocratie, en ce sens où eh bien, des partis politiques qui seraient finalement peu représentés si l'ensemble des électeurs se déplaçaient, peuvent obtenir des scores assez importants qui peuvent même déboucher sur le pouvoir. On peut se servir en cela de l'idée qu'Hitler, par exemple, en 1933 en Allemagne, a obtenu une adhésion assez importante des électeurs, alors qu'une abstention massive, notamment, conditionnait son arrivée. Cependant, attention, cet argument peut être aussi retourné en faveur de l'abstention, puisque justement des électeurs auraient pu s'abstenir plutôt que voter pour Hitler. Bref. Deuxième idée, c'est que justement l'abstention est aussi une faute, même dans le cadre d'un rejet important de la démocratie, parce que le fait de voter blanc pourrait amener ou pourrait donner justement satisfaction, en ce sens où c'est un rejet du monde politique, dans la mesure où désormais le vote blanc est distingué des votes nuls et comptabilisé. Certains pourraient objecter, dans le cadre de l'abstention comme alternative démocratique, que ce rejet du système est encore plus fort et que le message du
du fait de ne pas aller voter est un message suffisamment puissant en soi pour donner son refus du vote et donner son refus du système démocratique et son refus de ceux qui les dirigent. Dernière chose, il est clair aussi que au-delà du vote blanc, le vote blanc n'est pas considéré, on ne peut pas voter blanc et considérer justement que c'est un message politique en soi, puisque c'est un message relativement muet. Et donc de fait s'abstenir, c'est peut-être le meilleur message possible dans le cadre de l'alternative à la démocratie. D'autre part, effectivement, l'abstention est aussi une faute politique parce que le fait de voter est un devoir certes justement implicite en ce sens où il n'est pas puni strictement par la loi, mais les électeurs en tant que citoyens sont tenus d'aller voter a priori pour faire fonctionner le régime et leur souveraineté. Ils se privent de fait de leur souveraineté par principe dans le cas de l'abstention. Certains qui sont favorables à l'abstention pourraient alors objecter que c'est un signe fort qui marque soit un désintérêt pour la démocratie, soit justement un message suffisamment puissant pour l'élite dirigeante qui justement se fait sourde à leur message. Ça fait partie, donc voilà les principaux arguments qu'on pourrait garder par rapport à la question de l'abstention faute politique ou de l'abstention alternative démocratique. D'autres arguments ont été présentés, mais ce sont ici pour moi les principaux sur lesquels il faut s'appuyer pour développer une éventuelle argumentation relative à ce point. Être citoyen face à la défense. Deuxième point, ici, avec une question centrale. Pourquoi le rôle du citoyen est-il central dans la question de la défense? En premier lieu, la défense au service de la souveraineté nationale et on va se poser la question de savoir quel est le rôle de la défense dans la République. On va se servir pour cela de quelques opérations justement militaires, qu'elles soient OPEX, c'est le cadre de l'opération Serval, Sangaris, Chamal et Atalante, et d'opération intérieure qui est cette fois l'opération Sentinelle. Alors essayons de nous concentrer, de nous focaliser sur les éléments les plus importants de ces opérations. Donc 4 de ces opérations sont des opérations dites OPEX, opérations extérieures. Elles visent toutes justement à protéger les intérêts donc directs ou indirects de la France. Alors pourquoi direct ou indirect? Intérêt direct, par exemple, dans le cadre justement de l'opération Atalante, puisqu'il s'agit justement de protéger les ressortissants français ou justement les biens français, on parle des navires qui transportent le pétrole, de manière justement à éviter qu'ils ne soient, volés entre guillemets par les pirates de la Somalie notamment. L'idée c'est de maintenir la paix dans cette zone de manière à faire en sorte justement de permettre la libre circulation des produits entre justement la mer Rouge et l'océan Indien. Bien, donc ça ce sont les intérêts directs. Il y a aussi une question d'intérêt indirect. Le premier c'est justement par exemple l'opération Sangaris. La déstabilisation du Centrafrique, par exemple, pourrait poser problème dans le cadre, justement, de la pacification ou de la paix présente en Afrique. L'Afrique est un continent clé dans le cadre de la défense française, puisqu'il s'agit justement de protéger les intérêts français, et une éventuelle déstabilisation donc, de l'Afrique pourrait mener à des conflits, voire des migrations importantes sur le territoire français, et on sait la question sensible, justement. Plus directement, les opérations Serval ou Chamal ramènent directement à la question du terrorisme et à son développement et à la lutte contre, que ce soit Al-Qaïda au Maghreb ou justement Daesh. On craignait en 2013, lorsque l'opération Serval est déclenchée, la création d'un empire finalement justement islamiste qui aurait pu s'étendre de la Syrie au Mali, au travers de régions désertiques ou semi-désertiques, et qui auraient été des bases arrières pour lancer des opérations terroristes sur le sol français. D'où les interventions au Mali pour empêcher la déstabilisation et la prise de contrôle par justement les islamistes d'AQMI, notamment Al-Qaïda au Maghreb, qui avaient pris Tombouctou, la principale ville du nord du Mali, et s'apprêtaient justement à marcher sur Bamako, ville principale et capitale du Mali au sud. Et par ailleurs, justement, de la même manière, les Français ont soutenu la lutte contre le développement de Daesh, notamment en Syrie, en soutenant l'allié américain. Donc l'idée, c'est d'intervenir de manière multilatérale, dans le cadre de l'opération Atalante, ou Chamal notamment, ou unilatérale, enfin seule finalement, ou soutenue par quelques nations africaines. C'est le cas d'opération Serval ou Sangaris, où la France était quasiment seule à s'impliquer dans ces missions.
Dernière chose, l'opération Sentinelle est une opération très particulière parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'état d'urgence, notamment qui est relatif aux actions terroristes menées sur notre territoire qui ont fait plusieurs centaines de morts, avec la nécessité surtout de sécuriser certains points du territoire de manière à rassurer les populations. C'est plus une mission qui vise à sécuriser les esprits que les corps, dans la mesure où justement cette opération peut être facilement contournée par les terroristes, et c'est bien le problème. Donc voilà pour ces quelques points sur la mise en commun relative à la question des opérations militaires. Terminons par le rôle et les missions de la défense nationale et en essayant de réfléchir au rôle et aux missions de cette défense française. Alors en premier lieu, justement, on va partir de la question de la défense et de ses institutions et notamment la définition constitutionnelle de la défense. Rappelons que la défense est relative à la question de la souveraineté nationale. La défense est un instrument qui permet aux Français de piloter leur souveraineté nationale et d'assurer finalement leur liberté et leur sécurité à l'échelle du monde. Cette politique de défense est dirigée par le président de la République, qui est considéré comme le chef des armées, qui est donc mandaté pour exercer cette défense et est le représentant justement des intérêts français. Il la délègue au gouvernement, et notamment au Premier ministre, qui va justement administrer la défense pour le président, en compagnie notamment du ministre de la Défense. Le Parlement, enfin, est chargé de fixer les règles militaires, mais aussi, justement, de fixer le budget de la défense, et enfin, la possibilité de déclarer des guerres. Donc c'est le seul habilité, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, à voter une déclaration de guerre contre une autre nation. Mais c'est l'exécutif qui pourrait proposer, ou qui peut proposer ces déclarations de guerre. Ensuite, B, l'organisation politique. Cette organisation politique a pour pivot central, on l'a dit, le président de la République, chef des armées, qui justement est garant de la défense nationale et des intérêts français et du respect des traités notamment. Il nomme un gouvernement avec un ministre de la Défense qui justement, avec notamment le ministre des Affaires étrangères, est chargé de coordonner l'action justement générale de la défense française. Donc le Parlement, on a vu qu'il avait certains pouvoirs, mais surtout le pouvoir notamment de voter le budget ou de voter la guerre. Et le président a pouvoir de commandement sur l'état-major des armées, lui-même responsable des 4 armes, ce qu'on appelle les 4 armes, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et la gendarmerie. Ensuite, la défense présente des orientations. Ces orientations, justement, sont toutes liées à la fonction d'intervention, c'est-à-dire à la capacité de projection à l'extérieur et à la capacité de défendre le territoire. La défense est considérée très largement ici. Il s'agit non seulement justement de défendre le territoire dans ses frontières nationales, on pourrait penser là à l'opération Sentinelle, mais bien au contraire, par ailleurs, de défendre aussi un territoire plus vaste en réalité, qui est une sphère de défense très large, qui peut s'appliquer au continent africain, voire même aux différents océans. Alors, cette fonction intervention, dite comme l'opération Baliste par exemple, peut s'appuyer sur une fonction d'abord de renseignement, c'est la fonction de connaissance et d'anticipation, notamment qui passe par les services secrets, une fonction de dissuasion par les armes notamment, et aussi la maîtrise de l'arme nucléaire, celle-ci est fondamentale dans la dissuasion. La fonction de protection qui s'appuie notamment comme Sentinelle sur la protection des populations contre le terrorisme, et la fonction justement de prévention qui est aussi une fonction centrale désormais face au virus notamment, aux contagions planétaires et aux menaces que peuvent représenter les pandémies. Donc on voit que ça dépasse très largement le fait militaire ici. Ensuite, la défense et les citoyens. Donc d'abord, précisons qu'il y a un véritable contrat au sein justement de la citoyenneté française et de l'exercice de la souveraineté entre le fait d'exercer sa souveraineté en votant et le fait de défendre la nation. Ça prend racine dans l'histoire de la Révolution française qui, dès 1792 et dès la proclamation de la République, dans un contexte de très grand danger pour la nation, a mis en relation et en tension très forte ces deux notions. On vote parce qu'on est capable de défendre la nation. Et aujourd'hui peut-être, l'abstention se développe parce qu'on a perdu ce lien et qu'on considère justement qu'il n'est plus aussi nécessaire de verser son sang pour défendre effectivement la souveraineté et donc son vote. Deuxième chose,
Depuis, en effet, depuis 1997 et la loi de 2001, eh bien, le service national est suspendu. C'est-à-dire qu'il n'est pas supprimé, mais il est tout simplement suspendu. On ne le pratique plus. On l'a remplacé notamment par certains éléments. La journée de défense et de citoyenneté, d'abord, donc justement celle que vous pratiquez aujourd'hui, la journée de défense et de citoyenneté, qui a remplacé la journée d'appel et de préparation à la défense, la JAPD, qui a été justement remplacée par cette fameuse JDC depuis quelques temps. Deuxième point, ou troisième point, vers un service désormais civique. Les missions militaires sont aujourd'hui finalement exclusivement réservées à des professionnels. L'armée s'est professionnalisée. Et de fait, le citoyen est très éloigné de ces questions militaires. Il en prend toutefois justement connaissance dans le cadre de l'EMC, on en parle, et ça fait partie de votre formation dite relative à la défense. Elle se passe aussi dans le cadre de la journée de défense et de citoyenneté. Mais aujourd'hui, on a tendance à déplacer ces questions de service vers les questions de service civil. Les jeunes peuvent s'engager bénévolement, désormais entre 15 et 25 ans, dans des domaines d'engagement comme la culture, le sport, l'éducation, la situation d'urgence, la citoyenneté, la solidarité, l'environnement, la santé ou l'aide au développement. Ces jeunes étaient 35 000 en 2014, 60 000 depuis 2010 globalement, mais et donc ça montre une certaine montée en puissance justement de ce phénomène, et certains hommes politiques, notamment Emmanuel Macron, souhaite étendre ce dispositif et le faire devenir obligatoire, non plus simplement sur la base du volontariat, mais désormais obligatoire. Ensuite, défense et souveraineté, et la question de la défense et de la sécurité nationale. Alors, aujourd'hui, la sécurité nationale est assurée justement par des militaires, les civils de la défense, les réservistes de l'armée notamment, la police nationale, qui sont des fonctionnaires et non pas des militaires, les gendarmes qui sont des militaires, les douaniers qui sont des fonctionnaires, la police municipale est aussi fonctionnalisée, les pompiers et certains agents de sécurité qui, eux, font partie de services de sécurité privés. Donc la sécurité est un maillon, justement, de cette politique générale de défense. Cette politique, d'ailleurs, générale de défense fait l'objet actuellement d'une baisse considérable des budgets. En 1961, le budget national de la défense représentait 5,4% des dépenses, aujourd'hui 1,51%. Emmanuel Macron, lors des derniers jours, s'est engagé auprès de l'armée à faire remonter ce budget à près de 2% du PIB français, c'est-à-dire de la production de richesse française annuelle. C'est important parce qu'on voit en effet que globalement les pays européens et notamment la France ont tendance à désarmer alors que justement des pays comme la Chine ou comme la Russie ont tendance à déployer des armes et à réarmer de manière assez intense. Donc de fait, justement, lorsqu'on compare les dépenses militaires européennes qui ont tendance à baisser de 22% entre 1988 et 2016, eh bien, celles des autres pays du monde ont, elles, augmenté de plus de 268%. Mais c'est lié au développement des pays émergents que vous connaissez, notamment la Chine, le Brésil, l'Inde, etc., et la Russie, qui ont tendance à réarmer de manière assez massive. La défense ensuite française s'inscrit dans un contexte dit de latéralité, c'est-à-dire le fait que cette puissance française est engagée dans différentes institutions. D'abord, justement, l'OTAN. L'OTAN est l'organisme du traité de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui vise justement à faire collaborer tous les pays que vous avez dans le cercle, dans le rectangle bleu pointillé, l'Albanie, le Canada, la Croatie, les États-Unis, l'Islande, la Norvège, la Turquie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Slovénie, qui sont justement tous des pays qui sont donc protégés par les États-Unis et qui se protègent mutuellement. L'objectif étant justement de pouvoir intervenir partout où les intérêts de ces différentes nations pourraient être menacés et de se défendre d'agressions éventuellement étrangères. La France fait aussi partie d'une organisation politique qui, elle, n'a pas forcément de fonction défensive, mais qui a plutôt une fonction défensive ou une fonction de prospérité économique. Elle est engagée justement dans la construction de l'Union européenne avec 27 autres États, moins désormais le Royaume-Uni, notamment, enfin 28 autres États, 27 autres États avec le Royaume-Uni qui désormais va quitter l'Union européenne. C'est le cas de l'Allemagne, de la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, la Suède, Chypre et Malte.
Bien, au-delà de cela, la défense française passe aussi justement par sa représentation, l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945 avec pour but d'assurer la paix mondiale. Elle s'est dotée d'un conseil exécutif, qu'on appelle le Conseil de sécurité, qui dispose justement de différents membres, dont 5 membres permanents, qui disposent d'un droit de blocage sur toute décision de l'ONU. Ces 5 membres permanents sont la France, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et la Chine. La France fait donc partie du Conseil de sécurité en tant que membre permanent, ce qui le place à une place privilégiée au sein justement de cette organisation et qui permet justement d'assurer là encore sa défense et la sécurité collective. Pour terminer, les OPEX. Alors, on en a parlé, et rappelons effectivement que la France est engagée dans différents types d'opérations. Alors, prenons par exemple dans le cadre de l'ONU, où la France est engagée actuellement dans le maintien de la paix au Liban, ce qu'on appelle la FINUE. Elle est aussi engagée avec l'OTAN dans un cadre justement du maintien de la paix en Afghanistan. Dans le cadre de l'Union européenne, dans certaines zones comme Atalante, où il s'agit de préserver les intérêts européens. Dans d'autres missions comme les opérations Serval, qui est finalement une opération quasiment unilatérale, toute seule, de manière à lutter contre justement l'expansion du terrorisme. On pensera à l'opération notamment qui sont résumées ici par Bouali ou Mikopax, notamment qui sont finalement reliées justement à l'opération Sangaris. Et on peut se voir que la France participe souvent soit à des opérations multilatérales, soit à des opérations unilatérales, c'est-à-dire toutes seules. Bien, on peut voir que le budget dédié à ces opérations peut être très important puisqu'il peut dépasser parfois 1 milliard d'euros. C'est le cas de l'opération Harmattan en Libye notamment. Voilà pour ces questions relatives à la défense. Donc bonne révision et à bientôt.